Hey! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter avec Théo qui va nous parler de son service volontaire européen, aussi connu sous le nom de Corps européen de solidarité depuis quelques années. Et pour t'expliquer brièvement, c'est un service civique mais à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, notre invité on en a fait deux, donc si tu hésites à en faire un, si tu as des questions, n'hésite pas à aller lui demander, tous les liens sont dans la description. Et si tu connais pas ce magnifique programme de l'Union Européenne, bah, je te laisse écouter Théo. Ah, j'allais oublier. Malheureusement, à cause du corona, tu connais, le son est beaucoup moins bon que les autres fois. J'ai essayé de faire de mon mieux et on s'améliorera la prochaine fois. Merci à Théo d'avoir accepté de faire ce podcast. C'était vraiment un plaisir. Nous, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. Prends soin de toi. Bisous, bisous. Salut Théo. Salut, comment vas-tu? Ça va super, ça va super. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur le podcast parce qu'on en parlait depuis pas mal de temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Du coup, alors, moi, c'est Théo, j'ai 23 ans, j'habite à Rouen, en région Normandie. Aujourd'hui, Didier m'a fait la belle invitation de venir parler de mon expérience de SVE, de volontariat. Donc j'ai préparé quelques petites questions sur le SVE. Allez. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce que c'est le SVE, Alors, donc du s'il te coup, plaît? le SVE, pour le nom, du coup, SVE, Service Volontaire Européen, c'est en fait, pour essayer de t'expliquer très simplement, c'est une sorte de service civique accessible en fait à tous entre 18 et 30 ans, qui peut se passer dans plusieurs pays, donc en Europe, hein, comme le nom l'indique, mais parfois aussi dans des pays qui sont partenaires avec l'Union Européenne, comme la Turquie, il me semble. Dans ce programme d'Erasmus+, tu es amené en fait à être reçu par des organismes dans des villes en fait un peu partout en Europe. Il y en a beaucoup dans les pays de l'Est par exemple, d'où le fait que je sois allé en Roumanie et en Bulgarie. Et en fait, ces structures, une fois qu'elles t'accueillent, en fait, te proposent tout simplement de faire des missions un peu d'utilité publique ou dans tout ce qui est dans le social. Par exemple, la plupart des missions se déroulent dans des écoles, dans des lycées, etc. Tu vas pouvoir faire de la sensibilisation, tu vas pouvoir faire des activités autour d'un thème précis. Le gros plus, c'est que tu es dans une équipe de plein de nationalités en général. Volontaire? Voilà, d'autres Mm. volontaires, en fait, c'est quelque chose vraiment qui se passe dans toute l'Europe et les pays partenaires. Donc par exemple, moi pour donner un aperçu, j'ai dans mon équipe, il y avait 2 Italiens, 2 Français, 2 Espagnols, 2 Géorgiens, une fille d'Estonie, une fille du Danemark, et donc on était une dizaine. Et donc en fait ce service il est ouvert à tous entre 18 et 30 ans. Il n'y a pas de condition de diplôme, il n'y a pas de condition particulière, en fait vraiment ça se fait sur la motivation. C'est pas encore très populaire en France, malheureusement. Il y a des pays où c'est très populaire. Moi, j'ai croisé beaucoup de Turcs, par exemple. Et là, je vais énoncer les 3 points. Ça, c'était pour avant la partie un peu chiante, tu vois, un peu classique pour des Très bon. explications. Donc, les gros points forts, tu ne payes pas le logement, tu ne payes pas l'aller ni le retour de mission pour aller là-bas. Et chaque mois, tu reçois une somme d'argent qui est souvent autour des 200 euros pour te nourrir, pour vivre. Et en fait, tout simplement, c'est vrai que 200 euros, on pourrait se dire comme ça, ouais, c'est pas énorme. Mais ça l'est dans certains pays, dans le sens où, par exemple, en Roumanie, quand tu regardes le SMIC, ou même plein de pays, après je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est assez quoi, pour vivre, tu vois. Ouais, le niveau de vie Voilà, est le plus niveau bas de vie là-bas, est plus quoi. bas, donc Donc, du coup, bah t'es bien en fait. T'es bien si tu manges normalement, etc. Bon, quand t'es un gros bouffeur comme moi qui va toujours manger dehors, faut prévoir un petit peu de thunes en rap, tu vois. Mais voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les 3 gros points forts qui en général intéressent les gens. ok, ok. Bah, super cool. On va essayer d'aller dans les détails un peu plus tard. Déjà, t'as fait deux SVE, c'est Tout ça? à fait. 2 SVE. Donc le premier, il était de 2 mois en Bulgarie. Donc autant te dire, mec, quand je suis parti en Bulgarie, j'avais aucune idée de ce à quoi je m'attendais. Je ressortais d'une année de BTS tourisme en alternance. Et puis, oui, je m'étais dit, vas-y, depuis le temps que j'ai envie de vivre une expérience On tente. Erasmus, allez, on tente, vas-y, vas-y. Bah, tout simplement, je me suis dit, allons, on se lance. J'ai pas précisé. On mettra toutes les sources en description hein, dans ce podcast, ou je sais pas où. Ouais.
pas de souci. Didier s'en occupera. Je m'en occuperai. Ça marche. Il y a plusieurs moyens de passer, de pouvoir postuler à ce genre d'annonce. Et moi, j'ai connu donc ces offres de mission via la mission locale dans laquelle j'étais inscrite vers Montpellier, je crois, à l'époque. De ta ville? Au Montpellier, Ouais, Montpellier Centre, Croix ouais, la d'Argent. mission locale de Ouais. ta ville. Et du coup, à ce moment-là, ils m'ont renvoyé vers un des organismes d'envoi en France, parce que tu as les organismes d'envoi et les organismes host, on va dire, qui te reçoivent dans les autres pays. Donc toi, tu dois être encadré par un organisme d'envoi. J'ai postulé à une de ces offres, à une seule, honnêtement. Une où il y avait juste un papier, tu vois, vraiment, parfois, tu as des descriptions de missions qui sont mais vraiment super brèves. Tu sais pas à quoi t'attendre, t'as juste le thème en quelque sorte ce que tu vas faire et machin, la ville, etc. J'ai postulé, en fait pour ce qui est de postuler, tu envoies ton CV et une lettre de motivation en anglais, juste ça. Ça peut paraître un peu compliqué pour les gens qui maîtrisent pas l'anglais. Après, moi, je conseille personnellement d'avoir un niveau pas trop dégueulasse pour y aller, tu vois. Du coup, j'ai postulé, ils t'appellent par Skype, ils te font un Skype, enfin, ils te répondent par mail, machin, etc. Ils te proposent un Skype. Et à ce moment-là, ils t'appellent par Skype et tu discutes un peu avec eux en anglais, etc. C'est très simple, faut pas s'affoler. Quand t'as pas un fort niveau, c'est complètement faisable. Il faut savoir que là-bas, franchement, je le répéterai toujours, ça va pas être bateau, mais le meilleur moyen, pardon, pour améliorer ton niveau en anglais, c'est d'aller vivre dans un pays à l'étranger. C'est sûr, c'est pratiquer en fait. Enfin, moi personnellement, à titre perso, genre, c'est pas du tout en cours que je me suis le plus amélioré. Tu vois, j'étais déjà bon grâce à la culture, etc. que j'avais au niveau des films, des machins, tout ça, un peu comme tout le monde. Mais je me suis grave amélioré en allant là-bas. Je connais même une fille, pour faire une parenthèse, dans mon volontariat en Roumanie, qui est arrivée, qui ne connaissait quasiment pas un mot d'anglais. Mec, elle était en panique, genre quand elle est arrivée. Et là, après 5 mois, dis-toi, bah, elle parlait en anglais parce qu'elle était. Après, elles étaient deux françaises dans son appart, une espagnole, une Ouais. allemande. Et voilà, et puis aujourd'hui, elle parle anglais, pas couramment bien sûr, mais avec un niveau assez bon pour discuter, pour machin. En 5 mois, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le début, Ouais, en quoi. 5 mois, quoi, Ouais. c'est pour dire, quoi. Toi, tu vas en cours, tu sais, tu passes, je sais pas combien de temps tu passes. Enfin, je sais pas, tu vois, tu passes, je sais pas combien d'années. Plus de 10 ans, plus de Ouais, 10 en ans en cours et tout, et cours puis au final, d'anglais. pourquoi en fait? Tu vois, quoi, ça va très vite. Les gens se disent, ouais, ça prend du temps et tout. Non, ça va très vite quand t'es immergé dans. Et que t'as pas le choix, en fait, tout simplement, quand t'as pas le choix, frère. Enfin, voilà. Ouais, juste pour revenir au tout début, t'as fait une mission de 2 mois, t'as fait Tout une à fait, mission ouais. de 2 mois en Bulgarie. Ouais, une de 2 mois et la dernière, 5 mois en Roumanie. Donc je suis revenu fin janvier 2020. Pardon. Légalement, on a le droit de faire autant de missions qu'on veut ou il y a Alors non, un maximum? non, non. Alors en fait, c'est limité. Malheureusement, je trouve ça un petit peu, pour l'instant, je trouve ça un peu inutile étant donné que c'est pas très populaire, donc ça reçoit pas tant de gens que ça. Enfin si, ça reçoit quand même du monde, mais par exemple en France, pas particulièrement. T'as en fait des missions qui vont entre de 2 mois à 1 an, en fait. T'as plein de types de missions différentes en termes de durée. T'as 2 mois, t'as 6 mois, t'as 8 mois, 9 mois, 1 an, 10 mois. Enfin, vraiment, ça dépend vraiment des organismes et des missions qu'ils proposent. Et en fait, t'as le droit, normalement, de faire, alors dans cet ordre. Soit tu fais une mission court terme, ce qu'ils appellent un SVE court terme, un short term, qui va être en général de 2 mois ou 3 mois, mais c'est rare. En général, c'est des petites missions de 2 mois, comme j'ai fait la première fois en Bulgarie. Et ensuite, tu as le droit à nouveau d'en faire une, qui va être une long terme, qui va être, comment dire, en général, 6 mois ou plus. Donc, en fait, voilà, tu peux faire deux missions, un court terme, un long terme, mais si tu commences par un long terme, tu ne peux pas enchaîner sur un court terme. Ah, mais c'est dommage ça Ouais, que tu c'est puisses pas dommage. Bah, enchaîner. y a plein de gens qui se sont fait un peu piéger parce qu'ils s'étaient dit, ah ouais, vas-y, ouais, je vais enchaîner sur un court terme, ça m'a bien plu cette expérience en général dans son ensemble, donc vas-y, je me fais un petit court terme en plus, c'est bien, je paye rien en général, ou très peu, et voilà, je passe 2 mois full à l'étranger, à rencontrer plein de gens, etc. Et à vivre dans un autre pays. Et ils sont à voir parce qu'il y a une mauvaise communication là-dessus. L'agence leur dit, bah non, en fait, non, calme-toi, C'est trop tard tu peux maintenant. pas, c'est trop tard. Donc du coup voilà, simplement. Toi, t'as bien fait de faire Ouais, court ouais, terme et après long je sais terme, même quoi, pas si si j'étais tu au voulais courant faire à les deux. l'époque, en vérité, donc ouais. Tu parlais tout à l'heure de comment tout ça s'est passé. T'as dit que t'as contacté pour, dans ton cas, la mission locale, mais on peut, j'imagine, s'inscrire sur Internet. Il doit y avoir un site quand t'es français. Enfin, Ouais, il y a le site officiel donc du SVE.
Alors, je saurais plus te dire le nom exact parce que du coup, moi, je suis pas trop passé par ces structures-là, mais t'as plusieurs sites. T'as une base de données aussi sur laquelle tu peux t'inscrire. On mettra tous les liens en description, hein. Et tu as aussi, comment dire, donc tu as aussi des pages Facebook sur lesquelles les organismes eux-mêmes postent leurs annonces. Tu as plein de moyens de postuler. Après, le nombre de missions, il est encore un peu faible parfois. Ça marche par cycle. En fait, le temps que chaque organisme se fasse valider sa mission par la National Agency, l'institution dans l'Union Européenne qui valide tout ce qui est Erasmus, etc. Donc voilà, t'en as pas Ouais. tout le temps, mais t'en as souvent quand même, surtout des courts termes. D'accord. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de faire des entretiens Skype. En fait, tu candidates auprès de l'association qui propose la mission. C'est pas une association annexe qui te choisit. Alors en fait, comme je te disais, tu as les organismes d'envoi et eux en fait ils vont te faire suivre les offres. Ils sont en partenariat avec les organismes dans d'autres pays à l'étranger, ils te font suivre les offres. Puis toi en fait, ils te donnent les offres, tu vas à l'association ou même tu peux les contacter sur internet, t'en as pas mal, t'as Eurasia, Salto, moi je suis parti avec l'IPEC de Montpellier, voilà, t'en as pas mal, etc. Et en général, tu en as une dans chaque grosse ville ou moyenne ville, on va dire, enfin, quelque chose comme ça. Et souvent, ils sont reliés à la mission locale, mais je sais que tu as aussi Pôle emploi international qui le fait. Et en gros, ils te font suivre l'offre, tu as un mail, un numéro de téléphone. Souvent, tu peux même, moi, la première mission en Bulgarie, j'avais fait suivre par mon organisme d'envoi mon CV et ma lettre de motivation. Mais en général, tu as une adresse mail et tu les contactes, tu peux envoyer un petit mail, bonjour, je suis intéressé, etc. en anglais. Et ils vont te dire, bah, envoie-nous ta candidature. Donc, tu envoies ton adresse, ton CV en anglais et lettre de motivation en anglais à cette adresse mail, pardon. Et voilà, en gros, ils vont te répondre, normalement. Et ils vont te proposer une interview ou quelque chose comme ça, souvent par Skype, hein. Ils passent beaucoup par Skype, je sais pas, c'est encore populaire, il paraît. Et du coup, ils passent par Skype. Et pour tes 2 missions, ça a pris du temps entre l'envoi de la candidature et la réponse de l'association ou? Ça dépend carrément. Genre, t'as des associations qui vont recruter longtemps avant, enfin longtemps, genre 2-3 mois avant, carrément, et d'autres qui en général, soit parce ils ont une place de libre qu'ils ont toujours pas, ils ont pas trouvé de candidats. En général, moi, ça a été très rapide. Je m'en souviens que pour la Bulgarie, j'ai dû postuler début de mois de janvier ou vacances de Noël 2018. Et j'ai été contacté mi-janvier, ou un truc comme ça, début janvier, dans la foulée, une semaine, 2 semaines après. Et j'ai été recruté après, pris après 2 entretiens, quoi, tout simplement. Et pour la Roumanie, c'était un peu différent. Je suis passé par une page Facebook. J'ai été contacté par l'une des coordinatrices de l'association qui m'a dit, ah ouais, je vois, parce que j'avais posté un message. Tu cherches quelque chose, on a quelque chose à te proposer si tu veux. Elle m'a fait un entretien et voilà, j'ai été pris quasiment à la fin de l'entretien. Parfois, dès le premier entretien, ils peuvent te dire, bon, on aime bien ton profil, t'as l'air sympa, t'as l'air prêt à t'investir. Donc, vas-y, on te donne ta chance, on te prend. Voilà, vraiment, ça se OK, trop fait cool. sur la motivation que tu vas montrer pendant ton entretien, etc. Genre vraiment pas sur ton niveau de langue, quasiment pas sur ton niveau de qualification, de diplôme. Non, non, c'est vraiment sur ton niveau de motivation qu'ils te prennent. Ils veulent des gens motivés, en fait. Voilà. Ah, c'est super ça. Ouais, ouais. Pour une fois que c'est la C'est motivation qui ça, pour prime. une fois qu'ils te laissent ta chance sur la motivation, sur un programme Erasmus, c'est pas mal, tu vois. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais pourquoi tu as voulu faire des SVE? Oh, la grande question. Ah, ça va être compliqué de répondre de façon concise. Mais vas-y, on a tout notre temps. On a tout notre temps, vas-y. Tout simplement l'envie de vivre une expérience à l'étranger, hein. Je veux dire des trucs assez bateaux, mais voilà, quoi. Le fait que j'aime beaucoup voyager depuis longtemps, depuis peut-être j'ai 15-16 ans, je m'étais toujours dit, waouh, ça doit être un truc de ouf quand même, de vivre comme ça à l'étranger et tout. Et j'imaginais pas avoir la possibilité de le faire en plus, entouré d'autres volontaires venus de partout et rassemblés comme ça à un même endroit, parce que en général, l'âge, il y a pas vraiment d'âge médian, mais il y a quand même enfin moyen, mais il y a quand même un âge qui doit tourner autour des 23, 24, entre 20 ans et 25 ans la moyenne d'âge. Donc t'es pas avec des petits peu de 15 ans, t'es pas avec des vieux de 35 ans, mais tout le monde est dans un mood de toute façon. On est là pour... Enfin ça dépend. Il y a des gens qui sont là vraiment pour le projet, un peu comme c'était dans mon SV en Roumanie. Et t'as des gens qui sont là aussi pour le projet, mais aussi pour voyager pendant les week-ends, aussi dont je faisais partie parce que t'as tes week-ends de libre, hein, il faut quand même le dire, c'est important. Et, Ok. et le rythme est pas effréné aussi.
Donc c'est bien quand tu veux, comment dire, pouvoir Tu peux profiter, tout tu à peux fait. travailler et Tu peux profiter. travailler et en même temps profiter du fait que tu sois logé, nourri dans un autre pays, comme ça, dans un appart en général en colocation. Donc c'est une bonne première expérience si t'as jamais si t'as jamais vécu un peu en collectivité, même si ça n'a rien de ouf. En général, c'est des apparts maximum de 5. Tu peux avoir la chance d'avoir ta propre chambre, ou au pire tu la partages avec quelqu'un d'autre, mais ça dépend vraiment des organismes qui te reçoivent, hein. C'est dans un grand appart en général, une Ouais, grande maison. Ouais, parce que tu as dit que, en fait, t'arrives et la sauce te donne ton logement. Toi, tout à t'as fait. vraiment besoin de penser à rien, quoi. Ouais, c'est ça. T'as besoin de penser à rien dans tout ce qui est, voilà. T'as juste besoin tu vois, avec eux, même pour ton ticket, la réservation de ton ticket d'avion. Enfin, ouais, la plupart des choses sont bien encadrées. Si c'est une bonne assoce à l'étranger, elle va t'aider pour tout. Et quoi d'autre? Comment dire? Du coup, tu me demandais pourquoi. Donc voilà, tout simplement pour pouvoir améliorer un niveau d'anglais aussi. Vivre une expérience où je vais rencontrer des gens de partout. Genre, c'est l'occasion de se faire des connaissances honnêtement dans des villes, même dans des pays dont on n'a même pas pensé aller voyager peut-être de base. Par exemple, du Ouais. coup, j'ai des potes en Turquie, à Londres, en Espagne, en Bulgarie où je suis retourné plusieurs fois, en Roumanie pas trop. Ouais, un peu partout, quoi, tu vois, c'est plutôt Hmm. génial, parce que du coup, bah, voilà, tu vas là-bas, t'as des gens qui peuvent t'héberger, tu peux passer du temps avec eux, t'as déjà des potes sur place, tu vois, qui te font Ouais. découvrir le pays. Donc, cette envie de découvrir un autre pays, enfin voilà, quoi, la classique, une autre culture plus ou moins, même si on reste sur une culture assez occidentale, hein, en Roumanie aussi, hein. Ça reste de l'Erasmus, donc tu passes beaucoup de temps à faire des soirées avec des gens du monde entier. C'est incroyable. Les gens, parfois, enfin, en fait, un gros point qui m'a énormément touché, qu'il fallait que je place, c'est le fait que tu rencontres, je sais pas, du coup, ça te fait relativiser beaucoup de choses par rapport à ton pays d'origine, ou à la France ou quoi. Tu rencontres énormément de gens super ouverts et super amicaux avec toi. C'est-à-dire vraiment des gens qui sont bienveillants, mais vraiment, genre, Tu l'as vraiment senti. ah, tu le sens vraiment, t'es vraiment entouré de gens qui sont super amicaux, super compréhensifs, super aidants, super altruistes. Au début, c'est presque, tu vois, je dis pas qu'on n'est pas comme C'est ça, bizarre. je dis pas qu'on n'est pas comme ça en France, mais dans la vie quotidienne, les gens sont pas forcément joyeux, machin. Mais donc au premier abord, quand t'es pas habitué à ce type de personnes-là, c'est archi presque perturbant parce que tu te dis ouais, pourquoi ils sont aussi sympas avec moi, tu vois, je leur ai rien fait, tu vois. T'as toujours cette habitude de te Ouais, dire ah ouais. ouais, on est sympa avec moi parce que moi j'ai donné quelque chose en retour. Enfin bref. Mais c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que du coup les gens sont super accueillants en fait quoi et amicaux. Bon après forcément différentes personnalités. On reste, c'est pas le monde des bisounours. Ça reste vivre en collectivité, donc il y aura forcément parfois des petites tensions, surtout si dans un long terme, parce que tu vis Ouais, avec des bien gens sûr. H24, c'est pas facile, mais il y a quand même cet esprit d'ouverture. Donc, je te disais, tu fais des soirées où même tu rencontres constamment du monde en fait. Et c'est fou quoi, parce que c'est limite un peu trop parfois, tu sais, t'es constamment en train de rencontrer des nouvelles personnes un peu partout, Ouais, je etc. sais. Si il suffit tant soit peu que tu sois un minimum, ça se dit pas ça, tu sois un minimum sociable tu vas discuter avec plein de gens, etc. Tu vas apprendre plein de trucs, tu vas taper des délires avec des gens tout le temps, enfin ça va être un délire. Et c'est ça qui va être génial, c'est ce sentiment de t'es déconnecté un peu de la vie. Bon après faut y revenir bientôt, bien sûr c'est un autre sujet, mais t'es déconnecté un peu de la vie quotidienne. Voilà, t'entres dans une espèce pour faire un peu le lien, pareil. C'est vivre à SDE, c'est un peu vivre dans une bulle. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression de Ouais. vivre dans une vie dans une vie. C'est-à-dire que vraiment, quand tu repenses à... ça, c'est un truc que tu réalises après. Quand tu repenses à ton expérience, tu te dis, ouais, putain, c'était une vie, en fait. Enfin, genre, t'avais un cercle social nouveau, t'avais un train de vie différent, enfin, voilà, de quotidien nouveau, un mode de vie différent, des heures de coucher et de lever différentes. Ça bouleverse Hmm. complètement la vie quotidienne, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Vivre un SDE, c'est vraiment constamment de la nouveauté, souvent. Des moments d'ennui, bien sûr, parce qu'on va pas se cacher, c'est pas non plus la fête à 24. Mais ouais, c'est une expérience intense. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose d'intense. Enfin, ça dépend comment tu te vis.
Il y a des gens qui sont très casaniers, il y a des gens qui vont sortir beaucoup et qui vont faire beaucoup d'activités. Donc c'est vraiment, en général aussi, un autre Ouais. point, les associations ne te forcent pas en général à faire quelque chose. Bien sûr, ils vont un peu te pousser si tu fais rien parce que tu n'es pas ici en vacances. Mais, parce que le rythme est assez tranquille en général. Tu parles du travail là Ouais, ou ouais, du rythme de vie, du rythme de quotidien, l'extra? du rythme quotidien. C'est-à-dire, ils te forcent pas à faire des choses? C'est-à-dire, Parce que les assos organisent des sorties, des trucs? ouais, en fait, elles organisent, par exemple, moi, dans un sens, en fait, je t'explique. Moi, mon projet, c'était d'aller dans les écoles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les 2 missions de ton TSVE, s'il te plaît? Du coup, je vais commencer par la longue, parce que la courte était moins intéressante, honnêtement. Donc, en Roumanie, mon projet, c'était d'aller dans les écoles pour les élèves entre 13 et 18 ans, quelque chose comme ça, même plus jeunes, je crois, et de créer des activités, des interventions d'1 heure environ, dans leurs intercours, autour du thème des médias, d'internet, des fake news, du journalisme, etc. Tout ce qui tourne autour, et de l'information, en quelque sorte, sur internet. Et du coup de créer des activités et des ateliers autour de ça, pour eux en fait. Et on devait créer nous-mêmes les activités et comment on allait procéder à, euh, à l'élaboration de ces activités. Donc, en gros, on avait un peu carte blanche sur la façon dont on voulait intervenir, comment, qui allait parler, qui allait faire telle activité, telle partie pendant l'heure d'intervention, etc. Donc en fait, c'était très libre dans la façon de faire l'activité, tout simplement. Donc c'est dans ce sens-là que je peux répondre à ta question. Bon, en quoi c'était libre et en quoi on nous forçait ou on ne forçait pas. C'était vraiment libre dans la façon de faire. Et le cours, vous deviez faire quoi? Alors, le cours, donc du coup, je vais te répéter un petit peu, on a des petits problèmes techniques. Donc, les cours, c'était autour du thème des médias, des fake news, de l'information, du journalisme, et tout ce qui tourne autour, en fait, d'Internet, les réseaux sociaux, etc. Et voilà, tout simplement faire des interventions où on faisait des jeux, des activités autour de ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des associations qui proposaient ces SVE? Est-ce qu'elles font que ça toute l'année ou elles ont d'autres missions Alors oui, ces associations-là, elles sont dédiées à ça. C'est des associations donc, qui sont financées par l'Union européenne, en fait. Et tout simplement, elles sont dédiées à accueillir toute l'année, en général, des projets comme ça. Des projets qu'elles-mêmes rédigent en général. Tu peux même toi, par la suite, si l'expérience t'a plu, entrer dans ce monde-là de la rédaction de projets SVE. Voilà, en fait, elles reçoivent toute l'année des volontaires dans différents projets d'équipes, on va dire des petites équipes. Et tu peux même avoir plusieurs projets, plusieurs petites équipes dans une même association. Par exemple, nous, dans notre association, il y avait 2 ou 3 projets. Un projet, pareil, toujours dans les écoles ou dans des centres spécialisés, par exemple dans l'humanitaire ou ce genre de choses, donc du social, hein. Toujours dans mon association, je me perds, désolé. Il y avait, par exemple, un projet avec les 4 filles dont je t'ai parlé précédemment. Notre projet qui s'appelait le Shift Project, dans lequel on était 10. Et je ne me souviens plus trop s'il y avait un troisième projet, mais voilà. En gros, c'est des associations qui reçoivent toute l'année. Ok, très bien. Et au sein de ces assos, toi, tu as un interlocuteur en tant que volontaire? Alors ouais, c'est très bien que tu poses la question, parce que justement, je pense que j'aurais pas pensé moi-même. Chacun, en général, la sauce t'attribue, alors ça dépend de la sauce, si elle a beaucoup de coordinateurs, t'attribue à chacun ou par groupe de 2 ou 3 dans ta team ce qu'on appelle des mentors. Et en fait, c'est tout simplement une personne sympathisante des gérants de la sauce qu'on proposait à l'un des gérants ou gérants en gros, servir un petit peu de lien d'informateur, on va dire, aux volontaires. Je donne un exemple, par exemple, pour éviter que le volontaire, à chaque fois qu'il a une question sur un endroit à visiter ou n'importe quoi, au lieu d'aller constamment, tu vois, demander, parce que tu imagines une team de 10 personnes demandant constamment des informations à une personne, ça doit être compliqué à gérer. Donc, pour éviter ça, tout simplement, la personne, en gros, doit répondre à tes questions du style,
on te met en contact avec elle par Facebook ou quoi, ou même tu la rencontres en vrai. Et voilà, en gros, si tu as une question, tu la contactes, tu fais, par exemple, moi, mon mentor dans mon premier SV en Bulgarie, qui est devenu mon ami, que je salue, big up à Dani, à Jordan. Et du coup, d'ailleurs, Salut Dani. ouais, je suis allé le voir, je suis retourné le voir 2 semaines en juillet dernier. Bon, ça, c'est notre histoire, mais tu vois, genre, vraiment, c'est devenu un ami. Et comment dire, et du coup, voilà, tout simplement, une personne qui est là pour répondre à tes questions si tu en as et te guider, en quelque sorte, dans le pays d'accueil où tu es. Et du coup, les mentors, c'est des gens qui habitent sur place et qui se portent volontaires d'être mentors de jeunes ou c'est comment? Ou c'est des gens d'assaut ou... Ah, donc, du coup, comme je t'ai dit en début, ma réponse a été un peu longue. Je sais pas si tu l'as dit. C'est juste des sympathisants, des amis, des gérants, mais en général, ils sont sous quelque sorte de contrat quand même hein, avec l'association. Ils prennent pas des gens pis comme ça. Et Ok. Eux, ils se font payer aussi, non, tu sais? je crois que c'est du volontariat aussi de leur part. Donc voilà, c'est fait vraiment par pur altruisme, on va dire, de vouloir aider les jeunes qui viennent ici. Trop cool. T'étais payé combien là-bas? Parce que tu m'as dit 200 euros, mais c'était 200 euros, c'est un truc fixe pour tous les gens qui partent en SVE ou ça dépend de ta mission? Ça dépend de la mission et du pays d'accueil. En général, plus le pays va avoir, disons, comment dire, enfin ça dépend vraiment. En général, je te dis, c'est entre 180 et 210 euros en France, parce que selon les pays, pareil, il peut y avoir des différences, mais dans ton projet, tout le monde reçoit la même somme. Ça, par contre, c'est sûr, dans chaque projet, D'accord. mais il suffit qu'il y ait un projet où il y ait, c'est rare, hein, mais que deux nationalités, etc., vont fixer différemment. Mais voilà, et ça dépend du niveau de vie du pays, je pense qu'il le fixe en fonction de ça, et aussi en fonction, je dirais, de la longueur de ta mission, pour que tu aies plus de confort. Bon, en général, on râle un peu parce que on estime que c'est pas assez. C'est vrai que pour un mois, parfois c'est juste, je pense, dans certains pays, de faire avec 200 euros même pour manger. Il faut vraiment faire des courses de base. Pour tout ce qui va être extra, on va dire, sortie, aller au resto, tout ça, c'est toi qui va payer, on va dire. Mais je te donne un petit exemple pour les gens qui aiment bien manger. Je vais donner un petit tips. Privilégier les pays, c'est un peu moche de parler comme ça, mais privilégier les pays où il y a un niveau de vie pas très élevé, dans le sens où forcément, toi, en tant que Français, tu vas dans un pays où le niveau de vie, le coût de la vie va être moins cher, tu vas avoir plus d'argent, on va dire, pour te faire plaisir. Par exemple, la Roumanie, je vais donner un exemple. Ouais. J'ai énormément mangé dehors en Roumanie et en Bulgarie aussi. Parce que manger dehors, tu vois, en France, on va faire un petit comparatif en France, pour 6-7 euros, t'as un kebab, tu vois ce que je veux dire? Ou quelque chose comme ça, tu vois, t'as Ouais. un truc, un snack, ou un fast-food. Et là-bas, bah, aller au resto, ça coûte aux environs, tu peux bien manger à partir de 6-7 euros. Voilà. Voilà, pour te faire un truc tout simple, tu peux bien manger à 6-7 euros, si tu trouves un bon endroit, tu manges. Le kebab que tu pourrais avoir ici, là-bas, t'as un resto, Là-bas, quoi. t'as un resto. Ouais, clairement. Donc voilà. Après, la nourriture est différente. Je dirais qu'on reste en France sur un pays où on a une bonne qualité de nourriture. Mais On mange bien. là-bas, tu manges bien aussi. Genre, t'as des bons endroits. Il suffit que tu saches où aller. Et voilà, on mange bien. On mange très bien. J'ai dû prendre 3 kilos là-bas à la fin du SVE. Mais on mange très bien. Et voilà, j'ai beaucoup mangé dehors. Voilà. Mais après, ça, c'est personnel. Il y a des gens dans mon appart qui cuisinait pas mal. Ça m'arrivait de cuisiner un petit peu, hein, t'as vu? Mais genre, pas tant que ça. Et les gens dans mon appart, il y en a certains qui cuisinaient, donc forcément ça leur revenait moins cher. Mais voilà, c'est selon tes envies. C'est comme tu fais comme tu le sens. Donc, si tu veux bien, on va plus s'intéresser au SVE long terme, Vas-y, c'est où bon. tu as passé le plus Ouais, de temps. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes journées, comment ça se passait, du lever jusqu'au coucher, Alors, ok, je vais te donner une journée type. une journée type? Ouais, c'est la question que je posais pas mal aussi. Aussi pour les gens qui écouteront le podcast, essayez avant que vous alliez dans SVE, de contacter des volontaires sur place. C'est le meilleur avis que tu peux avoir de l'association, comment ça se passe, la vie là-bas, etc. C'est des volontaires eux-mêmes. Bref.
Une journée type, en général, tu as des activités prévues dans la journée. Il y a pas mal d'assos qui mettent des horaires, mais c'est rare. Mais un peu comme en Roumanie, moi, j'avais pas d'horaire vraiment défini. On avait des rendez-vous, par exemple, genre au bureau, à la sauce elle-même, où on devait se rendre. Par exemple, le lundi, on avait rendez-vous à autour des 13h-14h pour établir le programme de la semaine. Et tous ensemble, on établissait Mhm. qui allait dans quelles écoles, qui se rendait où, qui se prenait en charge telle activité, telle tâche, telle chose. Et du coup, tout simplement, voilà. En gros, ça se passait comme ça. Après, chaque assos fonctionne un peu différemment, mais en gros, tu te lèves, tu prends ton temps, machin, etc. En général, tu commences pas tôt, hein, c'est tranquille. Tu commences, je dirais, je pense que 10 heures, voilà, minimum. Et tu finis ta journée autour des 16 heures. Voilà, en général. Et tu as des assos qui proposent des projets plus ou moins intenses, mais le rythme reste tranquille. Tu as du temps pour manger. Après l'après-midi, en général, tu te rejoins Ok. avec l'équipe, tu fais ce que tu as à faire, et puis voilà, après tu rentres et tu fais ce que tu veux. Et du coup, concernant ton temps libre, que ce soit les week-ends ou après le taf, comment ça se passait? Alors, du coup, pour ce qui est du temps libre, en fait, c'est très libre. Réponse obvious. Mais ce que je veux dire, c'est que, en général, tu peux, comme je dis précédemment, tu peux avoir des trucs à préparer pour des événements, donc avoir des choses à faire en plus. Le mieux à faire, c'est d'essayer de s'installer une petite routine. Et le soir, en général, ce qu'on faisait pas mal, ce que tu fais beaucoup, c'est tu te réunis avec plein de volontaires en général et tu fais des soirées. En général, il y a beaucoup de ça. Tu fais des soirées, tu fais des sorties, tu bouges si tu es dans une ville, si tu as la chance d'être dans une ville où il y a des choses à faire. Tu sors, tu vas boire des coups, tu vas jouer au bowling, tu vois. Une vie normale, tu vois, on va dire, de sortie entre potes. Et ça, tu le fais très souvent. Savoir que, comme je l'ai dit en Erasmus, tu fais beaucoup la fête. Hein. Voilà, tu fais. Donc du coup, t'es très fatigué, très souvent, souvent, parce que justement, si t'es fêtard, après, tu peux choisir de rester, d'être calme, personne ne te force à rien faire. Hein. Vraiment, c'est libre. Mm. Mais voilà, si t'es fêtard, tu vas en avoir pour ton grade et tu vas bien t'amuser. Après, pour ce qui est des week-ends, ça encore, c'est purement perso, mais moi, j'avais vraiment cet objectif de visiter, de voyager, de faire des trips. Il faut savoir qu'il y a un truc qui est très populaire en Erasmus, c'est de faire du hitchhiking, c'est-à-dire de voyager en autostop. C'est-à-dire, il y a plein de gens. Tu peux nous expliquer un peu, parce que je me rappelle de cette expérience, Mhm. vas-y. Du coup, moi, j'ai été amené à en faire une première fois en Bulgarie. Enfin, j'en ai fait deux, trois fois. La plus mémorable, c'est celle que j'ai fait, je l'ai souvent raconté à pas mal de potes, etc. C'est celle que j'ai fait entre la Bulgarie et la Serbie, de la ville où j'étais, pas loin de Sofia, la capitale, jusqu'à Belgrade, la capitale de la Serbie. Et c'est un film, hein, c'est un film, je vais pas raconter tout en détail ici, ça serait trop long. Mais le truc à retenir, c'est que c'est très marrant comme expérience. Il faut faire attention, bien sûr. Les gens vont me dire, ah ouais, mais c'est dangereux, machin. C'est comme tout, il faut faire attention. Le mieux, c'est d'y aller en groupe, de deux ou trois, deux en général. Et malheureusement, je conseillerais aussi aux filles qui le font, même si je connais pas mal de volontaires qui sont partis en groupe uniquement de filles, d'avoir des filles et des garçons dans le groupe. Voilà, pour justement être un peu Ouais. safe, pas monter forcément dans les voitures de gens que tu sens pas. Mais en général, jusqu'à maintenant, de tous les gens que je connais, s'il n'y a pas eu de soucis, s'il y a eu des petits moments où c'était un peu flippant, mais rien de plus. Beaucoup de gens se déplacent comme ça, parce que forcément, les volontaires en général ne sont pas riches. Donc du coup, les gens se disent même si les trajets coûtent pas si cher que ça là-bas. Si tu as sauvé de l'argent avant, c'est le top. Aussi gros conseil, il faut sauver le mieux pour se faire plaisir là-bas et voyager en SVE, c'est d'avoir mis un petit peu d'argent de côté. Donc le week-end, pour revenir au sujet, le week-end, en général, je partais à des endroits en trip, en prenant le train, etc. Bon, le train est horriblement lent en Roumanie, donc c'est horrible, mais c'était le seul moyen de bouger. Donc voilà, bon, aller voir un peu du pays, tout ça. Sachant aussi, il faut le dire, que par mois, tu as un peu comme un contrat de travail, tu as 2 jours de congé. Donc en fait, par exemple, Que tu peux placer tu n'importe où? restes 6 mois, je crois, tu as 10-12 jours, que tu peux placer à peu près n'importe où, sauf sur les jours où il y a des événements spéciaux ou quoi. Mais en principe, tu peux les mettre un peu n'importe où. Donc ce que les gens font beaucoup,
L'astuce, c'était de les mettre collés au week-end, forcément. Comme ça te fait des longs week-ends. Tu peux partir un peu plus loin. Tu peux partir dans les pays, par exemple, regarde. Alors, je vais faire un petit listing. Quand j'étais en Bulgarie, on est allé à Istanbul, 5 jours. On est allé à Thessalonique, en Grèce, ville de fou aussi. Je suis Mhm. allé à Belgrade, comme je t'ai dit, en autostop. Et après, on est allé un peu partout en Bulgarie, enfin un peu partout, surtout dans la partie ouest où on était. Mais voilà. Et après la Roumanie, je suis retourné à Belgrade pour le Nouvel An avec deux potes. Et j'ai fait à Rome. On avait trouvé des vols carrément pas chers depuis la Roumanie jusqu'à Rome. Voilà, si je me souviens, je te dirais. Mais du coup, on a pas mal visité et c'était vraiment super. Pour moi, c'est une des meilleures parties. Le projet, c'est bien. Mais tout ce qui est le côté aventure que tu peux te faire, c'est génial. Genre partir en voyage ou en trip, même sur quelques jours avec des gens d'autres nationalités que toi, c'est des souvenirs géniaux, tu vois. Genre, c'est des trucs Inoubliable. c'est inoubliable parce que à quel moment tu te dis vraiment tu peux faire ça en étant un peu encadré quoi, en pouvant s'organiser Mhm. vraiment, que ce soit pas fait sur donc c'est top vraiment quoi, genre tu peux autant partir à l'arrache que en partant organisé, mais ça crée des souvenirs inoubliables quoi, super marrant quoi. Donc, dès que c'était possible avec les autres volontaires, vous faisiez des voyages dans d'autres pays, quoi. Ouais, alors forcément fallait ça aussi encore une fois. Ça dépend dans quel type de personnes tu vas trouver dans ta team. T'as des gens qui sont pas spécialement là pour voyager. Juste, vous étiez combien de volontaires dans le long terme? Dans le long terme, nous dans notre team on était 10. Comme je t'ai dit, il y Ok. avait Vous êtes- un autre projet dans mon assos où ils étaient 4. Après, il y avait deux autres assos, je crois, dans la ville où on était, dont un où ils étaient au moins 10, 11, 12, je sais plus, beaucoup, des Jordaniens. Et il y avait une autre assos aussi. Mais il y a plein de petites assos en fait, en général, dans une ville, si elle est assez grande. Et donc, du coup, vous vous réunissez, tout le monde se connaît au bout d'un moment. Et voilà, quoi, tu fais des soirées où tu es 30, 40, etc. Dans un appart ou Ah, une ok. maison. Et voilà, en fait. Donc, tu peux trouver vraiment des gens, des compagnons de voyage, tu peux en trouver facilement. Donc, vous faisiez aussi des soirées et vous organisiez des choses avec des gens qui font pas partie forcément de ta mission, Ouais, tout mais à qui fait, font tout à aussi fait. un SVE dans le pays, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. En fait, t'as aussi, j'ai oublié de le spécifier, comment dire, par SVE long terme, tu as ce qu'on appelle des trainings. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est une sorte de grand rassemblement que tu as deux fois durant le SVE. En fait, c'est des sortes de réunions, on va dire, par exemple, qui durent une semaine, ou dans une autre ville en général. Par exemple, nous, on a eu le training à Bucarest. En fait, on a été logé en hôtel. Chaque jour, on faisait des activités, des rassemblements avec des volontaires de plein d'autres villes en Roumanie, du pays où tu es, en fait. Donc, en fait, tu rencontres des volontaires qui sont dans plein d'autres villes éparpillés en Roumanie. On était à Bucarest, la capitale, et en fait, on faisait des journées, voilà, on faisait des trucs, c'était pas mal basé sur des jeux, des activités au niveau du développement personnel, ce genre de choses, ce que tu veux faire, etc., de ton expérience, etc. Et t'en as une autre, en fait, une deuxième, où tu fais un peu le point sur ton expérience, qui est un peu plus consistante, on va dire, en termes de réflexion. Et voilà. Et en fait, ce qui te permet de faire connaissance avec d'autres volontaires qui sont partout en Roumanie, par exemple, ou partout dans ton pays d'accueil. Donc, si tu veux voyager, bah, c'est génial parce qu'en fait, tu vas dans une ville et là-bas, tu connais des gens qui vont, par exemple, t'héberger. Donc, c'est super hein, pour ce qui est du coup, même au niveau du voyage. Tu vas passer des beaux moments parce que pendant ton training, le premier, par exemple, que tu as, en général, qui se passe dans une grande ville, voilà, tout est pris en charge par Erasmus, quoi, on va dire. Et puis voilà, tu fais la fête avec des nouvelles personnes, machin, dans une grande ville, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages, c'est intéressant, quoi. Ouais, mec, ça a l'air génial, hein. Ouais. Bah, après, moi, c'est une expérience que je conseille à tous Ça- les gens qui avaient vraiment des profils divers et variés. Genre, t'as vraiment des gens qui sont en année de césure avec leurs études. T'as des gens qui ont fini leurs études et qui savaient pas forcément quoi faire directement. T'as des gens un peu comme moi, genre qui avaient une année à vide, qui ont voulu la combler avec cette expérience-là avant de reprendre une qualification ou une voie d'études.
Voilà, donc tu croises vraiment de tout type de personnes, t'as pas un type défini de personne, tout le monde est dans le même mood, c'est là pour kiffer quoi. Tu nous disais que c'était full anglais. Full anglais en général. T'auras dans ta team, t'as des gens qui parlent ta langue, mais full anglais. Ouais. Et c'est des gens de quelle nationalité dans ton SVE long? Dans mon SVE long, du coup, je vais te leur dire, je l'avais dit précédemment, dans ma team, on Ouais, était excuse-moi. 10, t'inquiète, y a pas de souci. On était 10, deux Italiens, deux Espagnols, deux Géorgiens, une fille d'Estonie, une fille du Danemark et deux Français, si le total est bon. On était, je crois, 5 filles, 5 garçons, 4 garçons, 6 filles, quelque chose comme ça. Et puis voilà, donc c'était vraiment intéressant. C'est super cool qu'il y avait autant de filles. Ouais, ouais, forcément, dans les projets, ils essaient de. En général, quand c'est des grosses équipes, ils essaient de faire de la mixité. Et même dans les apparts, on est en mixité. Il y avait deux apparts, du coup, nous, l'équipe de 10 était divisée en deux apparts de 5. Dans mon appart, il y avait deux filles, trois garçons. Et dans l'autre appart, il y avait le plus âgé, un mec et quatre filles. Et voilà, en fait, bah, voilà, ça pose pas de soucis en général, parce que ça devient un peu comme une sorte de famille en fait. On dit souvent ça, mais c'est vrai que c'est Mhm. un peu vrai. Ça devient un peu ta famille pour quelques mois. Tu vis constamment dans le même appart, etc. Tu manges ensemble parfois, voilà, tu vis ensemble quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du lieu de ton volontariat? Ouais, Comment c'était, la ville, tout ça, les habitants? ouais, pas de souci. Du coup, en fait, la ville s'appelait Craiova. Donc, bon, ça fait pas rêver hein, sur le papier, parce que les noms de villes en Roumanie ont des noms un peu flippants. Mais du coup, la ville où j'étais en elle-même, elle était pas, je vais pas mentir, elle était pas folle, dans le sens où c'était assez grand, mais t'avais vite fait le tour. Mais tu peux faire ton SVE dans des villes, il y avait beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, etc. C'était pas le problème. Et en général, ce qui compte le plus dans le lieu où tu es, c'est pas vraiment la ville en elle-même, mais c'est la compagnie. C'est-à-dire, c'est les gens avec qui tu es. Genre vraiment, tu peux être, à mon avis, tu peux être dans un village claqué au fin fond de la Slovaquie. Si vraiment tu as des gens qui sont déter, qui sont super marrants, qui sont voilà, c'est un peu comme tout. Genre ça peut bien se passer. Mais ça se fait dans plein de villes différentes. En général, c'est rarement dans les capitales, mais tu peux trouver des SVE qui se passent dans des capitales. Et ouais, tu peux trouver des SVE qui se Mhm. passent dans des grandes villes comme des tout petits bleds. Ça dépend vraiment du projet. Si c'est des projets très environnement, ça va être dans des plus petites villes. C'est des choses qui forcément sont dans des écoles, ça va être dans des plus grandes. Les habitants, pour la Roumanie, je dirais que les jeunes sont assez amicaux au premier abord, mais ça a été compliqué un petit peu de communiquer avec eux. Sinon, parce qu'en fait, il y a des pays comme ça où les Ils parlent pas gens anglais? parlent pas énormément anglais. Si, les jeunes en général parlent anglais, tu peux tomber sur des jeunes qui parlent très bien anglais, mais l'anglais a encore un peu de mal à s'installer dans les pays de l'Est. Bon, vu autant, je pense, ça comparé, on va dire, en lien avec l'histoire, etc. de ces pays-là. Et voilà. Mais sinon, les gens sont assez accueillants et sont pas méchants, quoi. Genre, tu vas pas ressentir vraiment, on va dire, une hostilité, rien du tout. Non, non, ça va être calme. T'as senti des différences culturelles entre tous ces pays du centre de l'Europe par rapport à la France? Ouais, il y a quand même des différences. Je pense que les différences, elles vont se situer au niveau de tout ce qui est infrastructure. Alors, est-ce que c'est du culturel? Oui, dans le sens où, quand je dis infrastructure, ça va être tout ce qui va être autour de l'ouverture, des Les activités? activités, des événements culturels. Après, en Roumanie, ils ont énormément Mhm. de festivals de musique. Ils ont des gros Mhm. festivals, dont un, je voudrais absolument aller. Mais ils ont des gros festivals, mais sinon, pour tout ce qui est infrastructure, le pays a encore beaucoup de mal à se développer. C'est tout ce qui est lié à la corruption, la politique, etc. Donc c'est vrai Mhm. que c'est un pays qui a un peu du mal à se développer. Donc si tu compares à la France, tu retrouveras pas énormément, je sais pas, de cinéma par exemple. À part dans les grosses villes, tu as des cinémas. Ils ont construit beaucoup de centres commerciaux ces dernières années en Roumanie, ce genre de choses. Mais différence culturelle pure, non, il n'y en a pas énormément. Je dirais peut-être juste à part l'ouverture sur le monde et la culture qui est beaucoup plus axée sur tout ce qui touche à la Russie, tout ce qui touche au pays de l'Est, au bloc de l'Est, comme on appelait ça avant. Donc pas forcément une culture très américaine, pareil à celle qu'on peut avoir en France. Donc voilà, je pense que niveau culturel, ça va plus être des différences comme ça. Plus au niveau des goûts, que ce soit musique, cinéma,
Enfin tout ça. Et ils te faisaient des remarques par rapport au fait que t'étais français ou pas? Genre la Coupe du Monde ou je sais pas, des délires Ouais, comme ça? ouais, Comme ça. ils ont des clichés un petit peu basiques, hein, Ouais, ça revient souvent. Bon. du- Mais, la baguette, mais la le baguette, béret. ouais, après on va surtout te répéter 500 fois des phrases bien nulles, tu vois, qui connaissent, les seules phrases qu'ils connaissent en français. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu partout. Tu vas aux États-Unis, les Américains vont te lâcher 60 fois voulez-vous coucher avec moi, enfin, tu vois, quoi. Il y avait des choses qui te manquaient par rapport à la France ou pas? Ah, la nourriture. Ah, la nourriture, mec. La nourriture. Là-bas, ils avaient pas de fromage. Ils avaient pas la charcuterie de très grande qualité. Ils ont pas. Ça va faire très franchouillard hein, de dire ça. Non, mais vas-y, J'assume, hein. je revendique ce côté, mais ils ont pas. Concernant ce qui est du vin, ils ont pas des alcools incroyables. Après, je suis pas un gros buveur, mais c'est vrai que occasionnellement, c'est vrai que le vin m'a manqué. Ils ont pas forcément. Ouais, c'est surtout au niveau de la nourriture. Moi, ce qui m'a manqué, après en soi-même, vu que j'aime beaucoup voyager, ça me gêne pas de t'immerger dans un truc où il va manquer des choses par rapport à la France. Mais la nourriture, pas mal, ouais. Et ça, c'était, en parlant avec les autres, c'est vrai que la nourriture, même pour les Italiens, pour les Espagnols, pour quel que soit le pays, les gens regrettaient beaucoup leur nourriture de chez eux. C'est le truc qui manque pas mal, on va dire, quand tu vis à l'étranger, c'est la nourriture de la maison, quoi. Et est-ce que ça t'a fait réaliser des choses positivement ou négativement sur la France? Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais que t'as pas mal de trucs à dire à ce Ouais, on en niveau. avait parlé de ça. Euh, je pense que ça te fait relativiser par rapport à ton confort de vie sur la France. Ouais. Des choses positives, des choses négatives aussi, forcément, ça va dans les deux sens. Mais au niveau peut-être de tout ce qui se situerait au niveau des infrastructures, t'as vraiment des pays qui sont pas développés encore beaucoup comme la France par exemple. Comme Genre, chez nous. par exemple, tout ce qui est transport, mine de rien, nous, c'est devenu une banalité, tu vois, toutes les compagnies de bus qu'on a, même si les prix sont exorbitants pour le train, il y a le blablacar, enfin, il y a pas mal de moyens de se déplacer. Et c'est pas quelque chose d'acquis. Dans certains pays, tu vois, dans certains pays, ils ont qu'un train qu'un autre pays leur a refourgué. Je te donne un exemple, je te disais le train est lent en Roumanie, pour faire 200 km, tu mets 5 heures. Voilà, tu vois, Oh, ça te donne une waouh. idée des distances qui, du coup, t'apprends à être patient, ou t'apprends à relativiser sur, tu te dis, waouh, nous, en France, 2 heures de train avec le TGV, c'est quoi? C'est 1h15, tu vois, c'est 1 heure, ou un truc comme ça. Et du coup, ça devient vachement. Enfin voilà, ça te fait réaliser qu'on a des qu'on a quand même un confort de vie qu'il y a des pays qui ne disposent pas du tout. Et encore, là, on parle de pays riches quand même la Roumanie est considérée Ouais, à l'échelle mondiale comme riche. ouais, Alors ouais. c'est pour te dire, pour peut-être les quelques choses négatives, je dirais le coût de la vie en France qui paraît extrêmement élevé quand même sur certaines choses. Par exemple, Mhm. vraiment pour des biens de première nécessité en Roumanie, ça va te coûter rien. Une baguette de pain, ça va être 20 centimes, 30 centimes. Tu vois, en France, ça va être 90 ou 1 euro. Enfin, je crois, il me semble. Mhm. Des choses vraiment basiques, mais tu vas te dire, ah ouais, en France, quand même, on se fait avoir quand même pas mal, enfin, sur des choses vraiment basiques, mais Oui, il y a des choses beaucoup plus chères, ouais, quoi. il y a des choses beaucoup plus chères, trop chères par rapport à ce que ça vaut, et voilà. Sinon, je pense que c'est à peu près tout, quoi. Je pense au niveau des différences. Et si tu devais choisir un seul pays dans tous les pays que les SV t'ont permis de visiter, Ah, ce serait lequel? oh là là, oh là là, c'est compliqué à dire, hein, Un parce seul que pays. un seul pays, Ouais. je pense, j'y suis pas allé encore, ça va paraître con, hein, mais j'y suis pas allé, mais pas l'Espagne, pardon, le Portugal, j'aimerais bien, parce que, à mon avis, ça doit être agréable, et sinon, la Hongrie, avec notamment un gros coup de cœur, enfin, l'année en 2019, Budapest, que j'ai adoré, et du coup, je pense que ce serait la Hongrie, ou bien l'Italie. Je sais qu'il y a des yeux en Italie. Donc la Hongrie ou l'Italie, ouais. T'es allé en Italie aussi grâce au SV? Enfin, Oui, je veux dire, ouais, je t'ai dit, je suis allé à Rome. Pendant que j'étais en Roumanie, on a trouvé des vols vraiment pas chers, je sais plus quelle compagnie, pour faire Bucarest-Rome. Et du coup, ouais, j'ai pu visiter, j'étais allé à Venise avant, mais Rome, c'était la première fois, donc ouais, j'ai vu un petit peu
l'Italie, et ça m'a paru sympa, tu vois. Donc l'Italie ou bien la Hongrie, ouais. En fait, le côté pratique, c'est vu que ces pays sont plus ou moins au milieu de l'Europe, tu peux, il y a plein de frontières, quoi. C'est Tu peux ça, visiter plein de lieux annexes. c'est ça. En fait, si tu es dans un pays, la Bulgarie, par exemple, est entourée par la Roumanie, la Macédoine, la Serbie, la Turquie, la Grèce, tu vois. Donc, par exemple, il suffit que tu sois en Bulgarie, direct, tu vois, c'est des pays pas aussi grands que la France, et du coup, pas mal rapprochés. Donc, en fait, tu peux vraiment switcher d'un pays à un autre en beaucoup moins de temps que si tu étais, je sais pas, en France ou en Allemagne, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ah, trop, trop cool. Si tu devais faire un bilan de tout ça, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, ça serait trop long de faire un bilan. Je dirais que c'est une super expérience. Pour la personne qui hésite, mais qui s'intéresse, bah, lance-toi. Tu peux me contacter après ce podcast, il n'y a pas de souci. Lance-toi et tu vas vivre une expérience qui va forcément te changer et qui va forcément être intense. Et après, tu auras plein de contacts dans plusieurs pays d'Europe. Et donc, fais-le. J'ai un seul truc à dire. Pour moi, carrément, j'en suis au point, ça devrait être quelque chose, au moins les 2 mois, qui devrait être obligatoirement imposé. C'est extrême, mais dans les écoles. Non, mais vraiment dans le sens où en fait, tu te rends compte que c'est vraiment des choses bateau, encore une fois, mais ça vraiment, ça t'ouvre l'esprit et ça te fait vraiment côtoyer des personnes que tu aurais sûrement jamais côtoyé dans ta vie si tu n'avais pas fait ça. Donc en fait, Hmm. c'est un peu un vecteur de paix, en quelque sorte, de faire ça entre les pays, comme ça, de faire mélanger plein de jeunes entre eux. Et si c'était rendu obligatoire, ce genre d'expérience, enfin voilà, en partie obligatoire pour les jeunes, je peux t'assurer qu'il y aurait des échanges culturels impressionnants constamment entre les pays et ça bougerait de fou, quoi. Mais voilà, sur certaines choses en tout cas. Donc je le Ok. conseille à Bah, 100%. c'est noté. C'est noté. N'hésitez pas à contacter Théo, parce qu'il sera, Il n'y a pas de je le problème. connais, il sera hyper ouvert à vous expliquer les moindres détails et à vous donner des conseils. Donc, Pas de voilà. souci, aucun problème. Et concernant le retour, alors, comment c'était? Donc, le retour est dur, on va pas se cacher, parce que tu passes une vie où presque tous les jours, tu es entouré de jeunes, et tu fais des choses, tu fais des activités, tu fais des soirées, tu passes des bons moments à la vie quotidienne, à la réalité en quelque sorte, quoi, ce qu'on vit. Et forcément, le retour est assez brutal, tout le monde ne le vit pas de la même façon, et c'est bien de préparer un petit peu son retour, un petit peu, dans le minimum, C'est-à-dire préparer. de savoir ce que tu veux faire au retour, tu vois. Et t'as gardé des contacts avec des gens, parce que tu nous as dit que tu t'es fait des amis là-bas, carrément. Ouais, bien sûr, bien sûr. Régulièrement, pour te dire, depuis 2019, début 2019, pour ce qui est Insta ou message, ou etc., je texte plus en anglais qu'en français. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je parle presque beaucoup plus avec toutes les connaissances que je me suis faites à l'international que les messages que je peux échanger avec des potes, etc. Parce qu'on a des choses Ouais. à se raconter, on a des anecdotes, des trucs comme ça, on parle de nos souvenirs. Enfin voilà quoi, en fait, donc du coup, je suis quasiment H24 en train de texter en anglais. Donc tu vois, encore une fois, même après le SVE, ça continue à le faire progresser à l'écrit, à l'oral, quand tu fais des appels et tout. Donc ouais, je garde des contacts et il y a plein de gens que j'ai prévu d'aller voir. Par exemple, cet été, voilà, normalement, si tout se passe bien, si la situation en ce moment se règle, en juin, peut-être j'irai voir en Géorgie, un pays auquel j'aurais jamais pensé aller. J'irai voir, je connais pas mal de Géorgiens et de Géorgiennes, donc j'irai les voir. J'irai les voir. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Un dernier mot, voyager, voilà, continuez à essayer d'explorer des endroits, vous privez pas, tout simplement. On a la chance surtout en Europe centrale, de pouvoir, d'avoir en général la possibilité de mettre un petit peu de côté, en général, je dis bien, pas pour tous, mais de pouvoir explorer quelques pays qui se situent en Europe. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui dans l'Union Européenne, etc., qui sont mis en place pour pouvoir faire voyager les jeunes et les gens. Et donc du coup, il faut en profiter. C'est mon seul conseil. Voilà, Juste pour finir, avant de te libérer, vas-y.
J'ai l'habitude là depuis quelques épisodes de faire un petit jeu avec mes invités. Ok. Je leur donne 5 mots Oula. et ils me disent de façon courte ou de façon longue Ok. ce que ça leur évoque. Ok. Ok, c'est parti. Angleterre, Angleterre. Londres. section. Section. Équipe. Je suis censé dire des mots ou bien te répondre par une phrase? Ouais, comme tu veux, comme tu veux, Ok. comme tu veux. Équipe. Équipe et partage. Vénus, Vénus. Destination sur laquelle j'aimerais aller, mais hélas, ce n'est pas impossible. salade, Salade. Salade Tarator. Très bon plat en Bulgarie. Je big up fort ce plat. C'est du concombre un petit peu froid, mixé à du yaourt, c'est délicieux. tu ne cesses de rebondir. Ok, du coup, le dernier mot, pas toute la vie. Pas toute la vie, t'as pas toute la vie. Y a que ça à dire, t'as pas toute la vie, fais-le maintenant, fort, fais-le maintenant. Voilà. Merci beaucoup Théo, c'était hyper cool. Merci Didier, c'était un plaisir de venir parler de ça. Et puis on va mettre toutes les sources, enfin les liens, etc. en description. Mais voilà, Ouais, si ouais, quelqu'un veut ouais. me contacter, il n'y a pas de souci. Et je te remercie, on avait prévu de faire ce podcast depuis un moment. Donc merci frérot, on va se revoir bientôt. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Salut. Au revoir à tous.